Where's Adam direct to? My God, he's flying north. Un Boeing 737 s'écarte dangereusement de sa trajectoire. Adam 574, confirm our position, please. Les pilotes tentent de remettre l'avion sur la bonne route. This is crazy! Ils sont perdus dans une violente tempête et leur appareil se met à basculer. Les vies de 102 personnes sont en danger. Adam 574, U-John control. Puis, mystérieusement, le vol 574 d'Adam Air disparaît sans laisser de traces. Nous sommes le 1er janvier 2007 à Surabaya, en Indonésie. C'est le jour de l'an et tout le pays est en liesse. L'aéroport de Surabaya est très animé. Mais cet achalandage n'est pas limité à la période des vacances. Dans toute l'Indonésie, les lignes aériennes bon marché se multiplient. Et bien des voyageurs profitent de leurs billets d'avion à prix réduit. Pour l'Indonésien de classe moyenne, l'apparition soudaine de nombreux transporteurs à faible coût a fait une énorme différence. Adam Air est l'une de ces nouvelles lignes aériennes. Good afternoon, departure. This is Adam 574. Adam 574, this is ground control. Go ahead. Adam Air avait du succès parce qu'il donnait une nouvelle image à l'industrie du transport aérien. Ses dirigeants avaient adopté des couleurs vives. Leur avion était peint d'une belle couleur orange. Les membres d'équipage portaient des uniformes voyants. Ce transporteur avait tout pour plaire. Le commandant Refri Widodo pilote les appareils d'Adam Air depuis 6 mois. Aujourd'hui, il est aux commandes du vol 574 et il va effectuer un court vol intérieur. Son copilote, Yoga Susanto, est au service de la ligne aérienne depuis environ 18 mois. L'avion transporte 96 passagers et 6 membres d'équipage. En ce moment, les contrôleurs aériens doivent autoriser le départ et l'arrivée de nombreux avions. Okay, Adam 574, it's clear for takeoff. 80 knots. Check. V1. Rotate. Les pilotes vont effectuer un vol de routine de 2 heures seulement. De Surabaya, sur l'île de Java, jusqu'à Manado, située au nord-est de l'île de Sulawesi, à près de 1700 km de distance. Au début de la saison des pluies, le temps est imprévisible. Les météorologues prévoient une violente tempête. Le commandant Widodo sait qu'il volera peut-être sous des cieux peu cléments. Turn right direct to Fando and climb to flight level 330. Roger, turn right, direct to Fando and climb to flight level 330, Adam 574. Quelques minutes après le décollage, les pilotes mettent le pilote automatique en marche. L'ordinateur de vol pilotera l'avion et le conduira à Manado en suivant une route préplanifiée.
now passing flight level 220, climbing to flight level 330. Roger, Adam 574, track direct to Diola. Confirmed. Tracking direct to Diola, Adam 574. 6700 mètres plus bas, les contrôleurs aériens suivent sa trajectoire de vol au radar. L'avion maintient son cap. Mais il subit déjà les effets des premières turbulences. Moins d'une demi-heure après le décollage, les contrôleurs aériens font une découverte étonnante. Where's Adam direct to? My God, he's flying north. Le vol 574 a quitté sa trajectoire de vol et se dirige au cœur d'une violente tempête. Les contrôleurs aériens n'y comprennent rien. Yes. À bord du Boeing, les pilotes veulent connaître l'ampleur de la dérive. The IRS. 28 is the difference. Ils tentent de corriger le problème grâce au système de navigation par ordinateur. May I have your attention? This is your captain speaking. We are about to experience some turbulence. Could all the passengers return to their seats? Les contrôleurs au sol s'efforcent de remettre le vol 574 sur la bonne route en le dirigeant vers son prochain point de cheminement assigné, Diola. Adam Air 574, maintain 350, direct to Diola. Confirmed, flight level 350, direct to Diola, Adam 574. Mais pour arriver au point de cheminement, ils devront traverser une violente tempête. Des vents de 137 km/h heurtent la coque du Boeing, déjà giflée de plein fouet par la grêle et la pluie. La visibilité est presque nulle. Les pilotes ne sont pas seulement préoccupés par le temps, ils ne comprennent pas la soudaine défaillance du système de navigation. This is messed up. Les pilotes ont tous peur de se retrouver en panne au-dessus de l'océan. Quand on perd ses instruments de navigation, ou bien quand on ne peut plus leur faire confiance, qu'est-ce qu'on fait? Le copilote Susanto consulte le manuel de l'avion. It's starting to fly like a bamboo ship. Le commandant Widodo ignore où il est. Il a besoin d'indications. Confirm our position. Adam 574, confirm our position, please. Roger, Adam 574, position is 125 miles. Mike, Kilo Sierra, crossing radial 307. Mike, Kilo Sierra. The weather in Mike Kilo Sierras isn't good. Entre-temps, la tempête redouble de violence. This is crazy. We're going to get lost if it stays like this. Le commandant Widodo veut reprendre le contrôle manuel du système de navigation. Okay, put the IRS in attitude. Soudain, une alerte retentit. Le pilote automatique a complètement débrayé. Ensuite, de nombreux voyants s'éteignent sur le tableau de bord de Susanto. L'équipage ne remarque pas que l'avion est en train de basculer. Le vol 574 s'incline dangereusement. Okay, enter this. Si le roulis n'est pas rapidement contrôlé, l'avion et ses 102 passagers pourraient être projetés dans une spirale descendante fatale. Okay, put it back on nav again. Put it back on nav again. Put it on nav again. Le commandant Widodo veut réenclencher le système de navigation de l'ordinateur de bord.
L'avion roule toujours et à présent, son nez pointe vers le sol. Une deuxième alerte leur signale qu'ils amorcent une spirale descendante. Don't turn it! This is our heading! Adam 574, Yujun Control. Adam 574, Yujun Control. Adam 574, radar service terminated. Please contact Yujun Control at 128.1. Ujung a perdu la trace de l'avion. La nouvelle de la disparition du vol 574 d'Adam Air se propage rapidement. Et le gouvernement indonésien mobilise aussitôt des équipes de recherche et de secours. Le Comité national pour la sécurité des transports de l'Indonésie, le KNKT, est également informé. Le KNKT est l'organisme responsable des enquêtes sur les accidents d'avion en Indonésie. Franz Winus est chargé de l'affaire du Boeing 737 d'Adam Air. Après un accident ou un incident grave, nous rassemblons toutes nos ressources et nous formons une équipe qui sera ensuite sur les lieux de l'accident. En collaborant avec le Centre de contrôle aérien, les secouristes tentent de localiser la dernière position enregistrée du vol 574. J'ai reçu un rapport déclarant que le vol d'Adam Air avait disparu de l'écran radar au large de Majini. Le radar a repéré l'avion tandis qu'il traversait la mer à mi-chemin de sa destination. Okay, so right around here. Mais le Boeing a pu parcourir des centaines de kilomètres supplémentaires à l'insu du radar. Les chercheurs n'arrivent pas à le retrouver. La disparition de cet avion nous a stupéfaits. À notre époque moderne, personne ne s'attend à une telle chose. Incapables de localiser l'avion avec précision, les enquêteurs tentent de délimiter la zone de balayage. Ils connaissent les réserves de carburant du Boeing et peuvent donc calculer sa limite de vol à partir de la dernière image radar. If this is their last radar hit, they didn't have enough fuel to fly any further than this. Plus de 3000 hommes sont déployés sur les traces de l'avion disparu. 12 heures s'écoulent sans le moindre résultat. Puis les parents et amis des victimes reçoivent des nouvelles inespérées. Des survivants ont été retrouvés. Les équipes de secouristes se précipitent vers l'île de Sulawesi en espérant rendre des survivants à leurs proches. Ils comptent aussi découvrir les causes de l'accident. Quand on a appris que certaines personnes avaient survécu à l'écrasement, les familles des voyageurs, déjà très éprouvées et émotives, se sont dit qu'il y avait peut-être une chance. Leurs frères, cousins, maris ou femmes pouvaient être encore en vie. Mais lorsque les premiers secouristes arrivent sur les lieux, ils découvrent que ces survivants n'étaient pas à bord du vol 574. So they were ferry survivors, not airplane survivors. Ils étaient à bord d'un bateau coulé par une tempête dans la région où l'on cherchait l'épave du Boeing 737. Les équipes de secours sont de retour à la case départ. Les familles se sont mises à espérer et beaucoup de gens se sont rendus à Makassar afin de gagner le site de l'écrasement. Mais ils ont découvert qu'ils étaient venus en vain. Pour les familles des disparus, la déception est amère. Nous avions honte parce que l'information avait été diffusée avant même d'être vérifiée. Le gouvernement était embarrassé qu'on ait publié cette fausse nouvelle.
L'avion a disparu depuis une semaine. Et chaque jour, les chances de survie des victimes diminuent. On ne savait pas encore où l'avion s'était écrasé, comment c'était arrivé, et encore moins pourquoi. L'enquêteur Franz Winnes doit retrouver l'épave le plus rapidement possible. Et surtout, les boîtes noires qui ont enregistré les données de vol et les conversations du poste de pilotage. Des balises sont fixées aux 2 boîtes noires, mais leurs piles s'épuiseront au bout de 30 jours. Si on ne les découvre pas bientôt, tout espoir sera perdu. Neuf jours après l'écrasement du vol 574 d'Adam Air, un pêcheur découvre un vestige de métal qui semble provenir d'un avion à 300 mètres de la côte de Sulawesi. La pièce est rapidement transportée dans une base aérienne pour y être analysée. Franz Winnes identifie immédiatement un fragment de gouverne de profondeur. Il l'examine de près, espérant prouver qu'elle provient du Boeing disparu. On a comparé le numéro de série du fragment à ceux de l'avion. Nous étions donc sûrs qu'il s'agissait d'une partie de l'épave. La découverte confirme l'écrasement du vol 574 en mer. L'équipe d'enquête peut maintenant concentrer ses recherches dans la zone où l'on a retrouvé le fragment de gouverne. Puisque l'avion a été fabriqué aux États-Unis, le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, participera dorénavant à l'enquête. Ses dirigeants envoient donc l'ingénieur de structure Clint Cruikshanks en Indonésie. De concert avec le KNKT, on a étudié les images radars, les transmissions de la circulation aérienne et les rapports météorologiques. Bref, toute l'information disponible dans l'espoir de découvrir à quel endroit l'avion avait plongé. Mais les enquêteurs devront chercher leur épave à 2000 mètres de profondeur, hors de portée des meilleurs plongeurs en haute mer. C'était des eaux très profondes. Rien à voir avec les endroits où l'on récupère la plupart des avions perdus en mer. Le gouvernement indonésien veut qu'Adam Air paie les coûts de la récupération. Les enquêteurs en discutent avec les représentants de la ligne aérienne. It is going to be expensive. We need to hire contractors to go down that far. Les dirigeants d'Adam Air n'endossaient pas toute la responsabilité de l'accident, mais le gouvernement et la grande majorité de l'opinion publique les jugeaient presque entièrement responsables, parce qu'ils étaient les propriétaires de la ligne aérienne. La ligne aérienne refuse de payer l'opération de récupération, ce qui donnera lieu à de longues négociations. Cette nouvelle est loin de réjouir Franz Winnes. Si personne ne veut assumer le coût des recherches sur le plancher sous-marin, le mystère du vol 574 ne sera jamais résolu. Les familles des victimes accusent également le coup. Les familles des disparus voulaient savoir comment leurs parents avaient péri. Tout le monde voulait que le gouvernement et la ligne aérienne travaillent ensemble pour tirer les boîtes noires des profondeurs de l'océan. Tandis que l'enquête s'enlise, la colère monte dans tout le pays. Les gens critiquaient de plus en plus ouvertement Adam Air et les méthodes de ses dirigeants. Puis, au bout de 7 mois de négociations, This is good news. Thank you. Adam Air accepte enfin de participer aux frais de récupération de l'appareil englouti. Phoenix International, une firme américaine spécialisée dans les opérations de renflouement en profondeur, commence ses recherches le 24 août. Mais le temps perdu a déjà eu de sérieuses conséquences. On connaît la position de l'épave, mais les balises de repérage des 2 boîtes noires n'émettent aucun signal. Sans ces balises, ils auront bien du mal à retrouver 2 minuscules boîtes noires parmi les milliers de débris. De plus, la contribution financière d'Adam Air ne couvrira pas plus d'une courte semaine de recherche. Ça voulait dire, allez-y, mais si vous n'avez rien trouvé après ces jours, c'est fini. Dès que le sonar a localisé des débris, un sous-marin téléguidé sans équipage est lancé à la recherche des boîtes noires. We're coming up on something.
On voyait des fragments d'épave assez légers, des gilets de sauvetage, des plateaux repas, des petits objets métalliques. Oh my God, this is it. Les enquêteurs aperçoivent enfin l'épave. This plane is ripped apart. Le triste état de l'épave démontre la violence de l'écrasement. Ces petits fragments d'épave ne nous apprenaient rien sur les causes de l'accident, mais ils prouvaient que l'avion avait percuté les vagues à une vitesse très élevée. Je n'avais jamais vu d'appareil aussi fragmenté. Au bout de 2 jours de recherche, l'enquêteur du NTSB frappe dans le mille. All right, stop. Rotate back 5 degrees. Du côté gauche de l'écran vidéo, j'ai aperçu une tache orange et j'ai demandé à l'opérateur du véhicule téléguidé d'aller plus près. That's it. That's it. Okay. De près, on a vu qu'il s'agissait bien de l'enregistreur de données de vol. L'enregistreur des données de vol du Boeing 737 a été repéré. All right. Good work, Joe. Let's get this up. On était très excités en sachant qu'on aurait bientôt récupéré une des boîtes noires. Non loin de là, les enquêteurs retrouvent l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Stop. That's it. La semaine est terminée et les opérations de récupération prennent fin. Les enquêteurs espèrent que ces nouveaux éléments leur permettront de déceler les causes de l'accident. Les boîtes noires constituaient nos seuls indices. La carcasse de l'avion était hors de notre portée et on n'avait aucun témoin. Mais les enregistreurs ont passé près de 8 mois au fond de l'océan. Ils pourraient être sérieusement endommagés et ne divulguer aucune nouvelle information. Les boîtes noires du vol 574 d'Adam Air sont expédiées au NTSB à Washington, D.C. Les enquêteurs croient que les labos du NTSB représentent leur meilleure chance d'en tirer de nouvelles informations. Après avoir retrouvé un enregistreur de bord dans l'eau salée, on doit d'abord le nettoyer dans l'eau douce, puis le garder immergé jusqu'à ce qu'il arrive à nos laboratoires. Combiné, le sel et l'air provoquent une réaction chimique qui génère de la rouille. Et cette rouille peut endommager les composants électroniques des enregistreurs. Une immersion en eau douce peut retarder cette réaction. Dans cette affaire, comme l'épave allait rester au fond de l'océan, il nous fallait absolument obtenir les données des 2 enregistreurs. Franz Winnes suit les boîtes noires jusqu'aux États-Unis. Si les boîtes noires avaient enregistré de l'information, nous étions presque assurés de l'extraire. Les techniciens commencent la difficile opération de récupération des données. L'extraction des informations est un effort multinational. On a demandé l'aide de l'ATSB, le Bureau australien de la sécurité des transports. Nous avons d'excellentes relations avec le NTSB et notre expert en enregistreur de bord s'est rendu aux États-Unis pour aider ses collègues. Les composants électroniques qui contiennent les données sont retirés du boîtier et soigneusement séchés. Puis l'information est téléchargée vers un serveur. We've got it all. It's all there. Dès que j'ai su qu'on avait récupéré 100% des données, j'ai compris qu'on connaîtrait les causes de l'accident. Grâce aux 2 boîtes noires, les enquêteurs sauront enfin pourquoi le vol 574 est tombé du ciel. Good afternoon, departure. This is Adam 574. Now passing flight level 220, climbing to flight level 330. Roger, Adam 574. Track direct to Diola. Confirmed. Tracking direct to Diola, Adam 574. Les conversations révèlent aux enquêteurs que les pilotes savaient que le système de navigation du Boeing les faisait dévier de la trajectoire prévue. The IRS. 28 is the difference. Drifting. Et qu'ils tentaient de régler le problème.
This is messed up. Where's Adam direct to? My God, he's flying north. Adam Air 574, maintain 350, direct to Diola. Confirm flight level 350, direct to Diola, Adam 574. Pour passer d'un point de cheminement à l'autre, l'ordinateur de vol doit toujours connaître la position exacte de l'avion. Cette information provient d'un élément appelé INS, ou Système de navigation par inertie. L'INS piste chaque changement de cap de l'appareil afin de calculer sa position exacte, puis il transfère l'information au pilote automatique. Le pilote automatique doit savoir où se trouve l'avion et où il se rend. Et il obtient ces données de l'INS, c'est-à-dire l'altitude, le cap et la vitesse. Mais pour que le système de navigation suive la trajectoire de l'appareil, il doit connaître son point de départ. L'INS doit donc être calibré avant le décollage. En entrant les coordonnées du poste de stationnement, les pilotes lui fournissent ce point de départ. Les enquêteurs se demandent si l'INS a guidé l'avion hors de sa trajectoire à cause de coordonnées de départ erronées. We just got this. Ils vérifient cette théorie en étudiant l'information fournie par l'enregistreur de bord. The numbers are fine when they're on the ground. Yes. Les données confirment que l'INS a été calibré avant le décollage du vol 574 d'Adam Air. This is where it begins. Mais pour une raison inconnue, le système de navigation par inertie a fait dériver l'avion presque tout de suite après le décollage. Just gets worse and worse. I have something else I'd like to show you. Some maintenance logs. Les deux enquêteurs étudient le registre d'entretien de l'INS installé à bord du vol 574. As you can tell, there's more than 100 write-ups here. Look at this. Same unit. The same problem. That's right. Le registre d'entretien fait état de nombreuses plaintes contre le système de navigation au cours des 3 derniers mois. Again and again. Les enquêteurs se demandent pourquoi la ligne aérienne n'avait pas simplement réglé le problème. Il est évident que le système de navigation par inertie de cet appareil aurait dû être retiré et envoyé à la maintenance pour y être calibré ou réparé. Mais les enquêteurs découvrent que lorsque les pilotes se plaignaient d'un INS défectueux, la ligne aérienne ne le réparait pas vraiment. On l'échangeait parfois contre celui d'un autre avion, ou bien on se contentait d'effectuer un nettoyage de routine de l'élément défectueux. Ils sortaient les connecteurs, les aspergeaient d'huile de nettoyage lubrifiante et les remettaient en place. Puis, ils faisaient quelques essais au sol et notaient « essai au sol concluant » dans le carnet d'entretien. Comme l'INS est une pièce d'équipement vitale, ces méthodes contredisent toutes les politiques de réparation recommandées. Malgré cela, un INS défectueux n'aurait pas dû causer l'écrasement d'un Boeing. À présent, les enquêteurs se demandent si la violente tempête que le vol 574 a dû affronter de plein fouet a joué un rôle dans la tragédie. This is messed up. This is really messed up. It's starting to fly like a bamboo ship. Confirm our position. Le mauvais temps est une des causes reconnues des accidents aériens. Il peut gravement endommager un appareil et désorienter ses pilotes. En 1977, un DC-9 de Southern Airways a traversé une violente tempête près de New Hope, en Géorgie. La grêle a bouché les réacteurs qui ont littéralement explosé. L'avion s'est écrasé sur une petite ville et 72 personnes ont perdu la vie. Afin de déterminer si la tempête a joué un rôle dans l'écrasement du Boeing d'Adam Air, les enquêteurs devront obtenir une image plus complète des derniers moments du vol 574.
Ils vont donc combiner les données des deux boîtes noires afin de créer une simulation du vol par ordinateur. Cette simulation révélera qu'un simple geste aurait permis d'éviter la tragédie. Les enquêteurs retournent à Jakarta afin d'étudier la simulation du vol 574 d'Adam Air. The weather in my Kilo Sierras isn't good. This is crazy. We're going to get lost if it stays like this. Ils voient que pendant la majeure partie du vol, le système de navigation dirigeait l'avion. Mais comme l'INS faisait dériver l'appareil, le commandant a décidé de reprendre les choses en main. Okay, put the IRS in attitude. Le copilote Susanto a donc réglé le système de navigation à un mode calculé pour garder l'avion en palier et en droite ligne. Le commandant Widodo n'avait plus qu'à changer de cap. This is where they switch from nav to attitude. Le passage d'un mode à un autre provoque l'arrêt de certains indicateurs informatisés pendant le recalage. L'un d'eux est l'ADI, qui indique aux pilotes si leur avion vole en palier à une altitude constante. ADI goes off and stays off. Le changement de réglage a une deuxième conséquence, beaucoup plus grave. That's where the plane starts its right roll. Le pilote automatique a débrayé lorsqu'ils sont volontairement passés du mode nav au mode attitude. Et l'appareil s'est mis à rouler vers la droite de façon presque imperceptible, de l'ordre d'1 degré par seconde environ. En passant du mode nav à attitude, le commandant Widodo a sauté une étape cruciale. Il aurait dû faire voler le Boeing en palier, droit devant, pendant que l'ordinateur de vol se réajustait au nouveau mode. Maintain straight and level, constant airspeed flight until attitude displays recover. Approximately 30 seconds. It's in the manual. Any pilot who is trained and qualified. Tout navigant entraîné et qualifié pour piloter un Boeing 737-400 devrait savoir que pour passer du mode nav au mode attitude, il faut que les ailes de l'avion restent stables pendant 30 secondes. Aucun des deux pilotes n'a respecté la consigne, et cet oubli aura de terribles conséquences. Privé de cette stabilité, le pilote automatique débraye soudainement. L'ordinateur de vol déclenche alors une alerte que l'équipage technique ignore. Les pilotes ne semblent pas avoir remarqué que leur avion n'était plus sous le contrôle du pilote automatique. En quelques secondes, une vulgaire anomalie s'est transformée en situation critique. Les données indiquent que l'avion avait tendance à rouler vers la droite. Comme les vieilles voitures, les vieux avions n'avancent pas toujours en ligne droite. Durant le vol, le pilote automatique contrebalançait ce roulis en levant l'aileron de l'aile gauche du Boeing. Les ailerons sont les volets mobiles des ailes qui permettent de contrôler le mouvement de roulis de l'avion vers la droite ou la gauche. Mais le débrayage du pilote automatique a mis fin au rééquilibrage et l'aileron est retourné à une position neutre, permettant à l'avion de reprendre sa tendance naturelle à rouler vers la droite. And they don't even notice. À ce moment-là, le taux de roulis de l'avion était d'1 degré par seconde. Préoccupés par leur système de navigation défectueux et un horizon obscurci par d'épais nuages, les deux hommes n'ont pas réalisé que leur avion s'inclinait. Durant un vol, la désorientation des pilotes est un phénomène courant. Nos sens peuvent nous transmettre de fausses informations ou des sensations erronées. On peut croire qu'on vole en ligne droite à une altitude constante, mais en réalité, l'avion roule lentement vers la droite ou vers la gauche. Le 737 est programmé pour lancer une alerte dès que le roulis dépasse les 35 degrés. L'enregistreur de bord prouve aux enquêteurs qu'après l'alerte,
le commandant Widodo a effectivement tenté de stabiliser l'avion. Après avoir entendu l'alerte sonore annoncer angle de roulis, ils ont fait de légers ajustements aux commandes de l'avion, mais ils ne l'ont pas piloté manuellement. Croyant que le pilote automatique maintiendrait l'altitude de son appareil, le commandant Widodo reporte son attention sur l'INS récalcitrant. Pendant que le pilote s'efforçait de diagnostiquer la défaillance de l'INS, sa capacité de répondre aux autres problèmes a sans doute diminué. À ce moment-là, l'anomalie de l'INS est devenue sa seule priorité. Logiquement, un des pilotes aurait dû s'occuper du système de navigation, tandis que l'autre dirigeait l'avion. Mais ils étaient tous les deux obsédés par l'INS et ils n'ont pas compris que l'avion était en danger. It's 60 degrees now and there's no attempt at a recovery. Don't turn it! This is our heading! Pull up! Pull up! Les enquêteurs comprennent aussi que les mesures prises par le commandant Widodo ont aggravé la situation. Comme son avion était nettement incliné à droite, le pilote aurait dû stabiliser les ailes puis redresser le nez du Boeing. Mais il a fait exactement le contraire. Widodo s'est mis à tirer sur le manche de commande avant que ses ailes soient revenues à l'horizontale. Son avion a donc été précipité dans un dangereux piqué en spirale. L'avion s'est mis à rouler et il a continué de rouler jusqu'à ce qu'il soit pratiquement en position inversée. Et comme il ne volait plus comme un avion normal devrait le faire, il est tombé du ciel. L'appareil dégringolait à près de 900 km/h. Une vitesse qui lui permettait de franchir par moment plus de 6400 mètres par minute. C'est une vitesse presque équivalente à celle du son et qui dépasse la marge de tolérance du Boeing par plus de 150 km/h. It's rolling over rapid descent. They can't recover now. À une telle vitesse, le Boeing ne peut maintenir son intégrité structurale. And that sound. That's the sound of the plane coming apart. Les boîtes noires ont révélé la fin du vol 574. Mais elles ont également soulevé des questions vitales. It's just one error after another. Les pilotes avaient le temps de rectifier la situation. Ils en avaient largement le temps. Les enquêteurs en arrivent à une conclusion troublante. La seule défaillance mécanique du Boeing était celle de son INS, qui n'aurait pas dû à elle seule provoquer l'écrasement. La défaillance mortelle provenait des humains. Okay, put the IRS in attitude. Mais pourquoi des pilotes qualifiés ont-ils commis des erreurs aussi grossières? Don't turn it! This is our heading! Les enquêteurs devront scruter les opérations de la ligne aérienne afin d'obtenir des réponses à leurs questions. Et à lui seul, cet écrasement soulèvera des doutes sur toute l'industrie de l'aviation indonésienne. Les enquêteurs détournent leur attention des agissements des pilotes du vol 574 à ceux de leurs employeurs, Adam Air. Ils rencontrent ses propriétaires. La ligne aérienne Adam Air avait été fondée en 2002 par une riche femme d'affaires appelée Sandra Ang. Elle lui avait donné le nom de son fils Adam, qu'elle avait nommé président de la nouvelle entreprise. We need to know more about your training program. Les enquêteurs interrogent donc les pilotes d'Adam Air. Did the airline provide any training on recovery procedures in the event of an IRS failure? No. Ils veulent en savoir davantage sur les méthodes de formation de la ligne aérienne. What about recovery techniques? IRS troubleshooting? No? Ils apprennent des faits troublants. Rien ne nous permettait de croire
que les pilotes avaient été adéquatement entraînés en cas de débrayage soudain du pilote automatique ou pour voler malgré une défaillance du système de navigation par inertie. Thank you, gentlemen, for your time. En approfondissant leurs recherches, les enquêteurs découvrent une multitude de pratiques non sécuritaires. Au mois de février 2006, 11 mois avant l'écrasement du vol 574, un autre appareil d'Adam Air, le vol 782, avait dérivé de sa trajectoire, dans les mêmes circonstances. Ces pilotes disposaient, eux aussi, de données de navigation erronées, mais leur communication radio avec le centre de contrôle aérien était coupée. Ils n'avaient pas le moindre recours. Ils ont erré dans l'espace aérien pendant 3 heures. L'équipage technique tentait de repérer leur position, tout comme le centre de contrôle aérien. Ils étaient au-dessus de l'océan. Tout comme le vol 574, l'appareil était victime d'une panne d'INS. En fin de compte, cet avion a atterri 500 km au sud de la destination prévue. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils survolent une île qui était heureusement dotée d'un aéroport. Ils se sont dit, on va atterrir ici. C'est à ce moment-là qu'ils ont su où ils se trouvaient. 6 mois après le vol 574, la Commission européenne a frappé toutes les lignes aériennes de l'Indonésie d'une interdiction de vol au-dessus de l'Europe. C'était un message assez musclé. L'Union européenne annonçait au reste du monde qu'elle considérait les transporteurs aériens indonésiens comme dangereux et qu'elle déconseillait leur utilisation. Au mois de mars 2008, Adam Air est impliqué dans un autre accident, mais cette fois sur l'île de Batam. L'avion est sorti de la piste et s'est déposé sur le côté. L'évacuation des passagers n'a pas été faite dans les règles. Aucune glissière n'a été déployée. Ce fut leur dernier accident. Pour tout le monde, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Les gens qui ne s'en fichaient pas, ceux qui voulaient réformer l'industrie et l'améliorer, étaient horrifiés du régime chaotique d'Adam Air. Ils étaient scandalisés que les autorités aient laissé la situation se détériorer à ce point. Tout de suite après l'accident de Batam, le gouvernement indonésien a suspendu puis révoqué le permis d'exploitation d'Adam Air. Tout en sachant que la ligne aérienne n'était pas seule en cause. Avant le vol 574, l'Indonésie subissait en moyenne un accident par période de 12 à 18 mois. Une bonne partie de ces accidents impliquaient les transporteurs bon marché qui faisaient des affaires d'or grâce au laisser-faire du gouvernement. Plus de 50 de ces lignes aériennes étaient en opération le jour de l'écrasement du vol 574. Le problème, c'est que cette expansion rapide n'a pas été adéquatement contrôlée, ni réglementée par le gouvernement. Des milliers de gens ont été embauchés par ces nouvelles lignes aériennes, mais ils n'avaient pas l'expérience requise et ils n'étaient pas bien formés, comme l'a d'ailleurs prouvé le rapport d'enquête de l'écrasement du vol 574 d'Adam Air. La triste réputation de l'aviation indonésienne contraint le gouvernement à améliorer la sécurité aérienne dans tout le pays. Il attribue des codes de sécurité aux lignes aériennes et interdit de vol toutes celles qui ne s'y conforment pas. Les incidents mortels ont diminué depuis la réforme. Mais 1 an et demi après son adoption, l'interdiction de vol au-dessus des territoires de l'Union européenne n'a pas encore été révoquée. Ceux qui connaissent bien l'aviation civile de l'Indonésie croient que cette réforme est insuffisante. La réforme doit empêcher l'émergence de compagnies comme Adam Air et celles d'autres lignes aériennes toujours prêtes à sabrer dans les dépenses, en risquant la vie du public par la même occasion. Le public ne mérite pas ça. Il mérite des transports aériens fiables et sécuritaires.
en 1994, le jour de l'Halloween. You haven't heard any more from this controller chick, huh? No, not a word. Un avion d'un transporteur régional survole Chicago en attendant l'autorisation d'atterrir. Eagle Flight 184, descend and maintain 8,000. 98,000, Eagle 184. Tout à coup, le manche à balai se braque brusquement à droite. L'avion plonge droit vers le sol. Le comportement de l'équipage et des contrôleurs aériens est scruté à la loupe. Des pilotes mettent en doute la sécurité de cet avion. Les enquêteurs voyagent aux quatre coins du monde pour faire la lumière sur la tragédie. Avec cet écrasement, Roseland devient un mot tristement célèbre dans le milieu de l'aviation. Au milieu de l'après-midi, le 31 octobre 1994, le vol 4184 d'American Eagle s'est envolé d'Indianapolis en Indiana il y a 15 minutes. Il est en route pour Chicago avec 68 passagers et membres d'équipage à bord. Happy Halloween, cowboy. L'avion traverse une zone de turbulence dans les nuages. I'm gonna keep them in their seats in this chop. No sense in taking chances. Le commandant de bord, Orlando Aguilar, est aux commandes de l'avion. C'était pourtant son jour de congé. Mais il a proposé ses services afin de gagner un peu plus d'argent. Sa femme est enceinte de leur deuxième enfant. Let's see if we can get above this. Center, any chance Flight 184 can climb to 16,000? Le copilote Jeff Galliano est aux commandes pour ce segment de vol. Il règle le pilote automatique pour gagner une altitude moins turbulente. Jeff travaillait au ranch de son père dans le Wisconsin juste avant ce vol, le jour de l'Halloween. Les chevaux et l'aviation, c'étaient les deux passions de Jeff. L'avion est un ATR-72, un nouvel appareil révolutionnaire construit en France. Il est rapidement devenu populaire pour les liaisons à courte distance en raison de sa rentabilité et de son confort. Orlando Aguilar et Jeff Galliano ont fait ce trajet à d'innombrables reprises. Ils connaissent la route par cœur. L'espace aérien entre Indianapolis et Chicago est l'un des plus achalandés du monde. Tandis que le vol 4184 approche de l'aéroport O'Hare de Chicago, les pilotes amorcent leur descente jusqu'à 3000 mètres. Chicago Center, we have discretion down to 10,000. On our way down now. Eagle 184, right. À Chicago, la contrôleuse Michelle Willman reprend le boulot après une pause. Elle est en formation et travaille encore sous supervision. On la prévient que le trafic aérien d'O'Hare risque d'être retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques. Elle se prépare à mettre quelques avions en attente.
À O'Hare, les atterrissages et les décollages fonctionnent par priorité. Ce n'est pas nécessairement premier arrivé, premier servi. Les vols internationaux sont prioritaires pour une question de carburant. Et les turbopropulseurs sont les derniers à atterrir. Eagle 184, hold southeast on Victor 7. Chicago Center, roger. Hold southeast on Victor 7. Eagle 184. Le vol 4184 doit décrire un circuit en hippodrome au nord-ouest de l'Indiana. Chicago Center, Eagle 184, entering the hold. Eagle 184, roger. Le commandant Aguillard règle le pilote automatique pour que l'avion décrive des cercles à 3000 mètres d'altitude. I'll go up front, see if they want anything. L'équipage attend patiemment l'autorisation d'atterrir. Can I get you boys anything? I'm good. Stereo? Well, you don't have a hard job. We do have it pretty easy. This thing gets a real high deck angle in these turns. Yeah. We're just wallowing in the air right now. You want flaps 15? We'll bring the nose down. Sure. And I guess Sandy's going woo now. See y'all. All right. Well, folks, once again, this is the captain. I do regret to inform you that air traffic control Has put us into a holding pattern up here. We're holding for approximately 20 minutes out of Chicago at this time. I do apologize for all the delays. That's much nicer. No, flaps 15. Sure, once they let us out of the hold and forget they're down, we'll get the overspeed warning. Eagle Flight 184, descend and maintain 8,000. Down 8,000, Eagle 184. Eagle Flight 184, should be about 10 minutes till you're cleared in. Thank you. Ils ont l'autorisation de descendre. Are we out of the hold? No, just going down to 8,000. Et comme prévu, I knew we'd do that. l'avion ne peut pas voler aussi vite avec les volets sortis. I was trying to keep it at 180. Jeff Galliano rentre les volets. Un son étrange s'échappe du fuselage. Tout à coup, le manche à balai se braque brusquement à droite. Les commandes ne répondent plus. L'avion fait une chute vertigineuse. Les pilotes reprennent la maîtrise de l'appareil. Mais ça recommence de plus belle. Nice and easy. Il est arrivé beaucoup trop vite pour essayer d'atterrir. Il était très incliné, vraiment très incliné. Le vol 4184 s'est écrasé dans un champ aux abords de Roselawn, en Indiana. On savait qu'ils étaient morts, ça ne faisait pas de doute. À la vitesse à laquelle il s'est écrasé,
Des centaines de bénévoles se présentent sur les lieux de l'écrasement pour offrir leur aide, mais il n'y a rien à faire. On n'aurait pas pu dire que c'était un avion. Il n'y avait pas de cabine, pas de pièces d'avion. Il n'en restait plus rien. Les 2 pilotes, les 2 agents de bord et les 64 passagers ont péri. L'écrasement de Roseland est l'un des pires accidents de l'histoire de l'aviation. Avec lui, les enquêteurs éclairciront le mystère d'une série d'accidents passés. Au lendemain matin de l'écrasement du vol 4184 d'American Eagle, une équipe du Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, arrive sur les lieux aux abords de Roseland, en Indiana. Greg Feit est responsable de l'enquête. Le matin de notre arrivée sur les lieux de l'accident, le temps était froid et couvert. Il tombait une petite bruine. On pouvait sentir le kérosène, et comme c'était humide et boueux, une odeur de vase nous montait au nez. Tous ces effluves avaient une lourde charge émotive, mais il fallait marcher dans le champ et se mettre au boulot. Le lieu de l'écrasement est pratiquement inondé de kérosène et de fluide hydraulique. Des restes humains jonchent le sol. Selon les autorités, le site représente un danger biologique. Il arrive que l'avion soit littéralement pulvérisé lors d'un accident. C'était le cas du vol 4184. Grâce à la disposition des morceaux de l'épave, les enquêteurs sauront comment l'avion a heurté la terre ferme. Comme les débris étaient disséminés en éventail sur une très vaste superficie, on a conclu que l'avion descendait en faible pente lors de l'impact, mais à très grande vitesse. Les enquêteurs veulent trouver les pièces maîtresses de l'épave. Généralement, on cherche d'abord les 4 extrémités de l'avion. Robert Swaim est responsable de ce volet de l'enquête. On cherche la queue, le nez et les 2 bouts d'aile de l'appareil. Parce qu'en connaissant l'emplacement de ces 4 pièces, on peut savoir si le pilote avait la maîtrise de l'avion ou non. Les 4 extrémités de l'avion sont éloignées les unes des autres. Le nez et le poste de pilotage sont complètement détruits. Les enquêteurs en déduisent que le nez de l'avion a heurté le sol en premier, à la suite d'une descente en faible pente, mais rapide. L'avion n'était pas en forte pente lors de l'impact. Voilà qui montre que les pilotes avaient encore une certaine maîtrise de l'appareil dans les secondes précédant l'écrasement. Mais ils ont manqué de marge de manœuvre pour cabrer l'avion. L'enquêteur Greg Feit a maintenant une meilleure idée des dernières secondes du vol. Il veut maintenant en apprendre davantage sur ce qui s'est passé avant que l'avion ne décroche. On s'est bien sûr intéressé au contrôle de la circulation aérienne. Eagle 184 holds southeast on Victor. Greg Feit apprend que l'avion a volé en trajectoire d'attente au sud-est de Chicago pendant 39 minutes avant de s'écraser. En consultant les registres de la tour de contrôle, on a remarqué que le trafic aérien à l'aéroport de Chicago à ce moment-là avait dû être réduit en raison des conditions météorologiques. Well, folks, I do regret to inform you that air traffic control has put us into a holding pattern up here. On a appris que le vol 4184 avait attendu très longtemps à cause de la réduction du débit du trafic. I do apologize for all the delays. On a aussi appris que l'un des contrôleurs était nouvellement embauché et était encore en formation. L'inexpérience serait-elle à l'origine de l'écrasement du vol 4184? L'enquêteur en chef, Greg Feit, s'intéresse également aux conditions météorologiques qui prévalaient dans la trajectoire d'attente. I want weather data, pilot reports, its atmospheric conditions, Doppler radar, anything you can find.
Le vol 4184 n'était pas le seul à survoler l'aéroport O'Hare ce jour-là. Plusieurs avions étaient en attente, mais ils ont tous atterri sans encombre. Des entretiens avec les pilotes de ces avions fournissent un indice de taille aux enquêteurs. One after another, they all experienced icing, some as much as 3/4 of an inch. Plusieurs pilotes font état du même problème, le givre. La chercheuse Marcia Politovich travaille au Centre national de la recherche atmosphérique. Elle est l'une des plus grandes spécialistes du givrage et des risques qu'il pose aux avions. Le givrage modifie la forme des ailes en cours de vol. Il crée de la résistance, il réduit la portance, il cause des problèmes de performance et de pilotage. On veut tout simplement l'éviter. De tous les avions qui ont connu des problèmes de givrage, un seul s'est écrasé. Les pilotes auraient-ils commis une erreur? Leur appareil était-il moins résistant au givre? Les enquêteurs devront vérifier ces deux hypothèses avant d'en arriver à une conclusion controversée. Les enquêteurs ont découvert que la trajectoire d'attente du vol 4184 d'American Eagle lui a fait traverser des couches successives de nuages. Et chaque fois, l'avion était exposé à des conditions de givrage. On savait que le vol 4184 avait volé dans des conditions de givrage en traversant des couches de nuages. Stephen Frederick s'est envolé de Chicago le matin de l'écrasement. Il a été témoin des caprices de la météo. Chaque fois que j'ai traversé ce front froid ce jour-là, le temps se gâtait. Il y avait de plus en plus de verglas. J'étais inquiet. Frederick demande à son commandant d'émettre un avertissement au sujet des conditions météo pour prévenir les pilotes du danger. Plus tard, j'ai su que mon commandant n'avait pas prévenu le centre de régulation des vols et les pilotes n'ont jamais été avisés de la présence de givre. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai eu mauvaise conscience. Gregory Fite sait que les contrôleurs ont placé plusieurs avions en trajectoire d'attente au-dessus de Chicago, mais tous se sont posés sans encombre. Voilà qui signifie que la contrôleuse aérienne n'a pas mis le vol 4184 en danger. Elle a agi adéquatement selon les informations dont elle disposait au sujet des conditions météo. L'un des problèmes du contrôle de la circulation aérienne, c'est que les contrôleurs ne peuvent pas détecter les régions de précipitation ou de verglas en consultant leur écran radar. Ils ne savent pas qu'un avion est exposé à des conditions de givrage, à moins que le pilote ne leur fournisse ce qu'on appelle un rapport de pilote. Si l'équipage ne fournit pas cette information au contrôleur aérien, ce dernier ne sait pas qu'il y a du givre, comme c'était le cas pour le vol 4184. L'enquêteur Fite et son équipe se demandent si l'équipage était conscient qu'il volait dans des conditions de givrage. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage fera la lumière sur cette question. You don't have a hard job. You have it pretty easy. Hey, bro. Getting busy with the ladies back here? Oh. Yeah, so if I don't make it... Les enquêteurs ont vent que l'équipage aurait eu un comportement discutable. Le copilote écoutait de la musique. On sait qu'il s'est passé plusieurs choses contraires aux règles de l'aviation. L'important était d'évaluer les conséquences du comportement de l'équipage sur ses performances et sa vigilance devant la situation. That's much nicer now, flaps 15. Yeah. Showing some ice now. 9 minutes avant l'écrasement, l'équipage a remarqué que du givre s'accumulait sur l'avion. Les pilotes devaient donc savoir qu'ils traversaient une zone de givrage d'aéronefs. Not a word. 2 minutes avant la catastrophe, une autre remarque suscite l'intérêt des enquêteurs. Still got ice. I see what you mean. L'équipage avait noté la présence du givre. Les enquêteurs veulent maintenant savoir quelles mesures ont été prises.
L'ATR-72 est muni de dégivreurs sophistiqués. Il est essentiel de connaître ce que l'équipage a fait pour dégivrer les ailes de l'appareil. Cette fois, c'est l'enregistreur de données de vol qui éclaircira la question. Près de 17 minutes avant l'écrasement, le voyant principal de mise en garde s'est allumé. Il peut signaler un problème avec l'un des systèmes de l'avion, mais il peut également prévenir que le détecteur de givrage électronique a noté la présence de givre. L'enregistreur de données de vol apprend aux enquêteurs qu'en réaction à l'alerte, le commandant Aguillard a réglé le système de dégivrage au maximum. Charlie Pereira, du NTSB, examine de plus près les performances de l'ATR-72. L'alerte de givrage a sonné. Ils l'ont entendu et ils ont activé les systèmes de protection de l'avion. Au moment de l'accident, le dispositif de dégivrage fonctionnait. Le système complet de protection contre le givre de l'ATR-72 consiste en une combinaison d'antigivrage et de dégivrage. L'antigivrage est un dispositif thermique qui empêche la formation de glace sur les divers éléments de l'avion, dont les ailes, les pare-brises et les hélices. L'avion est également muni d'un système de dégivrage qui détruit le givre qu'on appelle gaine pneumatique. Ce sont des chambres à air en quelque sorte. On souffle de l'air à l'intérieur et elles se gonflent comme des ballons pour faire craquer la glace qui se détache alors de l'avion. L'enregistreur de données de vol révèle qu'après avoir activé le système de dégivrage, le commandant Aguillard a actionné la manette des gaz en augmentant ainsi la vitesse de l'avion. Par conséquent, la vitesse de l'air au-dessus des ailes de l'avion augmente elle aussi, ce qui contribue à prévenir la formation de givre. Les pilotes ont fait tout leur possible pour prévenir son accumulation sur l'avion. Mais les systèmes de protection contre le givre fonctionnaient-ils efficacement? Les pièces éparses de ces systèmes sont maintenant au premier plan de l'enquête. L'avion a été conçu en France par un groupe d'entreprises françaises et italiennes. Le système de dégivrage faisait partie de leur conception. Les différentes composantes ont été fabriquées par des petits fournisseurs de la campagne française avant d'être assemblées à Toulouse. Bob Swim se rend en France avec des pièces du système de dégivrage. La pièce maîtresse du système de dégivrage n'est probablement pas la gaine de caoutchouc noir que l'on voit sur les avions, mais la minuterie qui se trouve à l'intérieur des valves qui contrôlent les gaines. La force de l'impact a laissé des marques révélatrices qu'on appelle des repères. Elles montrent la position des valves au moment de l'écrasement. Robert Swaim les compare aux plans originaux. Does anything seem out of the ordinary? Le voyage en France ne donne pas les résultats escomptés. Le système de dégivrage de l'avion était vraisemblablement en parfait état. Les enquêteurs sont perplexes. Si l'équipage a décelé la présence de givre sur les ailes à temps et que le système de dégivrage fonctionnait correctement, qu'est-ce qui explique l'écrasement de cet avion? Des pilotes croient savoir ce qui s'est passé et décident de parler. Cette décision changera radicalement le cours de l'enquête. Trois semaines après l'écrasement d'avion près de Roselawn, en Indiana, le pilote d'American Eagle, Stephen Frederick, publie un avertissement. On y lit que la flotte d'ATR-72 opérée par American Eagle présente un danger dans des conditions de givrage. Il prétend que les pilotes d'American Eagle ont demandé aux dirigeants de la compagnie aérienne et aux responsables de la réglementation d'intervenir, mais en vain.
J'ai rédigé et distribué une brochure à l'aéroport O'Hare de Chicago pour prévenir le public des problèmes des avions ATR. Je voulais faire bouger les choses parce que jusque-là, il ne s'était rien passé. Un mois après la tragédie, la frustration des pilotes au sujet de la navigabilité des ATR atteint un sommet. Un groupe d'une dizaine de pilotes refuse de voler en raison de conditions météo dangereuses et la compagnie aérienne se voit contrainte d'annuler des vols. Mais Stephen Frederick va plus loin. Il exprime son inquiétude à la télévision dans une populaire émission matinale. We were told this airplane will try and kill you. If you get too slow in ice, the airplane will have a nasty tendency to go out of control. Après mon passage à Good Morning America, j'ai tout simplement été suspendu sans solde. Ce battage médiatique pousse les enquêteurs à se demander si les ATR-72 présentent un danger en conditions de givrage. Merci. L'enquêteur Charlie Pereira se rend en France chez Aérospatiale, le constructeur de l'ATR, pour en apprendre davantage sur le passé de cet appareil. On a entrepris des recherches pour vérifier si des incidents de même nature étaient déjà survenus avec les ATR 42 et 72. Il fait une troublante découverte. Après avoir revu les dossiers, on a trouvé 5 incidents dont les circonstances étaient semblables à celles de l'écrasement de Roselawn. L'un de ces incidents a eu lieu en décembre 1988 à Mosinee, au Wisconsin. Un ATR-42 d'American Eagle se préparait à atterrir sous le verglas au Central Wisconsin Airport. L'avion était en procédure d'approche dans des conditions de givrage très difficiles, notamment avec de la pluie verglaçante. Le commandant Mike Bodak était aux commandes ce jour-là. Il restait 2 segments de vol de notre itinéraire avant de terminer notre journée de travail. On était en phase d'approche et tout allait bien. Negative ice, just wet. I'll call the flight center and let them know we're turning inbound. J'ai entendu un bruit suspect venant de la queue. C'était de plus en plus fort. On n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. J'ai d'abord cru qu'une pale d'hélice s'était détachée. On aurait dit que le volant d'orientation de train avant ne répondait plus. L'avion a décroché. Ses ailes n'arrivaient pas à générer suffisamment de portance pour maintenir l'appareil en vol. Quand j'ai vu que je n'étais pas capable de reprendre la maîtrise de l'avion, j'ai poussé la manette des gaz à fond. Les moteurs ont rugi. J'ai réussi à retrouver une certaine maîtrise de l'appareil et j'ai rendu la main pour tenter de redresser. Mais l'alarme ne cessait de répéter « Terrain, terrain !» Et je n'avais toujours pas réussi à cabrer l'avion. Mon copilote a dit « Et j'ai répondu plein régime. » Il a fait passer le régime des hélices de 86% à 100%. L'avion s'est redressé instantanément. L'avion volait à moins de 365 mètres d'altitude. Le commandant Bodak a tiré une importante leçon au sujet de l'ATR. L'avion a décroché sans le moindre avertissement. Les avions disposent d'alarmes pour prévenir un éventuel décrochage. Mais dans ce cas-ci, il n'y a eu aucun avertissement. Quand l'alarme a retenti, l'avion avait déjà décroché. Tous les pilotes n'ont pas eu la même chance. Un ATR-42 d'une compagnie aérienne italienne survolait les Alpes en direction de l'Allemagne en octobre 1987. L'avion a piqué du nez avant de s'écraser dans les montagnes. Les 37 personnes à bord ont péri. Le givre était le principal responsable de l'accident, mais le rapport d'enquête a également blâmé le travail des pilotes. Le passé d'un avion est toujours très important pour les enquêteurs. On doit vérifier s'il y a des précédents. L'histoire de cet avion comporte un élément troublant. L'enquêteur Charlie Pereira interroge les constructeurs français de l'ATR au sujet du comportement de leur avion en présence de givre.
Did any of your studies uncover a wing design flaw? Pereira demande aux ingénieurs responsables de la fabrication de l'avion s'ils peuvent expliquer pourquoi l'ATR-72 devient parfois aussi difficile à maîtriser. À sa grande surprise, il apprend que les ingénieurs connaissaient sa vulnérabilité au givre. You've seen the flight data from the accident flight. Where would the ice have formed to cause that? J'ai demandé à l'un de leurs aérodynamiciens les plus expérimentés et qui ne parlait pas un mot d'anglais quelles étaient la forme et l'emplacement probable d'une accumulation de givre qui aurait causé l'écrasement de l'avion de Roseland. Il a dessiné la section de profil avec de petits ronds juste derrière les dégivreurs pneumatiques. Et il a dit, voilà, j'ai compris que c'était là la cause du problème. L'enquêteur Charlie Pereira commence à comprendre le problème de l'avion de construction française. Si le givre s'accumule derrière la gaine, l'équipage ne peut tout simplement pas s'en débarrasser. Une petite quantité de givre peut à elle seule entraîner des conséquences dévastatrices sur un avion. Le givre peut gêner le déplacement de l'air au-dessus des ailes. Mais comment se fait-il qu'autant de givre s'accumule derrière la gaine? Les enquêteurs demandent la collaboration de la spécialiste Marcia Politovic. Le NTSB nous a appelés pour étudier les conditions météorologiques au moment de l'accident. Ces recherches révèlent que les pilotes du vol 4184 ont volé dans des conditions dont ils ignoraient l'existence. Quelque chose d'encore plus dangereux que le givre habituel. Les analyses météorologiques laissaient croire que le type de givre qui avait recouvert l'avion provenait de grosses gouttelettes en surfusion. Mais le terme « gros » c'est relatif. Dans ce cas-ci, on parle de la grosseur d'un poil humain. Ces grosses gouttelettes en surfusion sont en fait 100 fois plus petites qu'une goutte de pluie. Elles se forment dans les nuages quand le mercure est près du point de congélation. Mais les gouttes gèlent seulement lorsqu'elles entrent en contact avec une surface solide, comme les ailes d'un avion. Le jour de la tragédie, les conditions étaient idéales pour la formation de ces minuscules gouttelettes gelées. Toutes les conditions étaient réunies. Un sommet des nuages chauds, entre -8 et -12 degrés, avec la formation de bruines près de ce sommet, probablement favorisée par un cisaillement du vent et très peu de givre dans les nuages, selon nos observations. À chaque tour de la trajectoire d'attente, le vol 4184 a traversé des couches de nuages qui cachaient de petites particules meurtrières. Malheureusement, ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Les enquêteurs apprennent que les grosses gouttelettes en surfusion s'accumulent d'une façon bien particulière sur les ailes d'un avion. Le givre habituel s'accumule sur le bord d'attaque de l'aile et les gaines de dégivrage s'en débarrassent aisément. Mais les gouttelettes en surfusion se comportent différemment. Elles tombent sur l'aile et glissent sur la surface avant de geler. Voilà qui forme une bande de glace derrière les gaines que le système de dégivrage ne peut atteindre. En raison de ces conditions particulières, les gouttes d'eau ne gelaient pas sur la surface protectrice de la gaine de dégivrage, mais plutôt derrière la gaine, sur la surface métallique. Le poste de pilotage n'offre pas une bonne vue des ailes. Les pilotes ignoraient tout du problème qui s'aggravait. Quand les pilotes regardent par les fenêtres latérales, ils ne voient que la partie extérieure des ailes. Ils n'ont pas pu voir le dessus des ailes où le givre commençait à s'accumuler. Aux yeux de Gregory Feit, l'enquête a atteint un seuil critique. Son équipe d'enquêteurs croit connaître la cause de l'écrasement du vol 4184, mais ils n'arrivent pas à le prouver. Et le constructeur de l'avion jette de l'huile sur le feu en prétendant que l'accident de Roseland n'est pas dû à une accumulation de givre, mais bien à une erreur de pilotage. Le NTSB estimait que c'était un problème de conception de l'avion, mais le constructeur français jetait le blâme sur les pilotes et non sur leur appareil.
Fight se demande si les ATR ont déjà connu des problèmes d'accumulation de givre par le passé. Il découvre des similitudes troublantes entre divers incidents répartis sur des décennies. À l'aide des données des boîtes noires, les enquêteurs comparent les mouvements des ailerons du vol 4184 à ceux des autres incidents. Ils découvrent que sur tous ces avions, les ailerons se sont déployés exactement de la même façon. There's no input at all from the pilots. On savait que les mouvements de ces ailerons ne venaient pas des pilotes, mais de la perturbation du débit d'air créée par les conditions de givrage. La physique de l'accumulation de givre explique pourquoi le manche à balai du vol 4184 s'est brusquement braqué à droite. La turbulence de l'air sur l'aile était si puissante qu'elle a soulevé l'aileron, ce qui a causé le décrochage latéral de l'avion. Comme l'aileron est relié au manche à balai par un câble, il a braqué la manette à droite. La force exercée sur l'aileron par la turbulence était si grande que les deux pilotes n'ont pas réussi à le rabaisser. Pour l'enquêteur en chef Gregory Fight, les gouttes d'eau en surfusion qui ont gelé sur les ailes demeurent les principales suspectes. Mais comment le prouver? La véritable analyse a commencé, parce qu'il fallait comprendre ce qui s'était passé en vol. On disposait d'importantes données de vol, mais elles nous renseignaient seulement sur le comment et non le pourquoi. Il fallait trouver une façon de reproduire ces conditions de givrage pour les interpréter. À l'époque de l'écrasement, la NASA commençait à peine à étudier l'effet des grosses gouttelettes en surfusion sur les avions. En 1994, les pilotes n'avaient jamais entendu parler de grosses gouttelettes en surfusion. L'information ne circulait pas encore dans le milieu du pilotage, ni même dans l'industrie aéronautique en général. Les enquêteurs demandent l'aide de la NASA. Et de concert, ils tentent une audacieuse expérience. Ils se servent d'un avion-citerne des forces armées américaines pour créer un nuage de grosses gouttelettes en surfusion. Un ATR-72 vole derrière l'avion-citerne. Un colorant jaune dans l'eau montre aux enquêteurs comment les gouttelettes recouvrent l'avion. Cette expérience devrait permettre de résoudre le mystère, à savoir comment le givre a pu provoquer une telle perte de contrôle en vol de l'avion. En faisant voler un ATR-72 derrière l'avion-citerne, on espérait d'abord comprendre le mécanisme d'accumulation de givre sur l'avion et, plus important encore, les effets de ce givre sur la configuration des éléments mobiles, plus précisément les ailerons, sur la gouverne de l'appareil. Les enquêteurs font une découverte saisissante. Un geste apparemment banal pour augmenter le confort des passagers aurait-il mené au désastre? Tandis que le vol 4184 d'American Eagle est en attente, le commandant Orlando Aguiar constate que le nez de l'appareil est un peu trop relevé. Le commandant Aguiar sait qu'un angle prononcé du nez de l'avion cause une inclinaison inconfortable dans la cabine des passagers. Sortir les volets permet d'abaisser le nez de l'avion, ce qui rend le voyage plus confortable. I guess Sandy's going woo now. Quand les enquêteurs reproduisent cette manœuvre, ils se rendent compte de son effet dévastateur à l'endroit où le givre s'est accumulé sur l'aile de l'avion. Les volets aggravent le problème de givrage. Les volets à 15 degrés ont exposé une plus grande surface des extrados d'aile aux gouttelettes d'eau qui tombaient. Et c'est ce qui a favorisé l'accumulation de givre là où il ne le fallait pas. L'équipage du vol 4184 ignorait qu'une accumulation de givre de plus de 1 cm d'épaisseur recouvrait désormais la surface de l'aile.
Down 8,000, Eagle 184. L'accumulation de givre n'a aucune incidence sur le vol jusqu'à ce que le copilote amorce sa descente pour atteindre 2400 mètres. I knew we'd do that. La descente augmente la vitesse aérodynamique de l'avion, ce qui déclenche l'alarme du calculateur de vol. Il prévient les pilotes que l'avion ne peut pas voler aussi vite avec les volets sortis. I was trying to keep it at 180. Galliano rentre les volets. Mais ce geste apparemment anodin a un effet désastreux sur l'aérodynamisme de l'avion. Quand ils ont rentré les volets en amorçant leur descente jusqu'à 2400 mètres, l'avion s'est repositionné en assiette de cabré prononcée. Le débit de l'air au-dessus de l'aile recouverte de givre a été perturbé quand le nez de l'avion a remonté. C'est ce qui a provoqué la turbulence responsable du braquage des ailerons vers le haut et par conséquent du décrochage latéral de l'appareil. C'est ainsi que l'avion est tombé du ciel. Si l'équipage avait eu 600 à 900 mètres d'altitude de plus, il aurait fort probablement réussi à redresser l'avion au lieu de s'écraser au sol. Le NTSB a découvert une grave erreur de conception dans le populaire ATR. L'inquiétude gagne les enquêteurs. Si rien n'est fait, un autre drame risque de se produire bientôt. Les enquêteurs concluent que les problèmes de conception de la voilure des ATR les rendent particulièrement vulnérables en cas de givre. L'organisme qui réglemente l'aviation civile américaine prend des mesures draconiennes. We are going to issue an airworthiness directive this afternoon that will preclude the operation of these aircraft into known icing conditions. La FAA réagit promptement en interdisant à tous les modèles d'ATR de voler dans des conditions de givrage. Voilà qui plonge toutes les compagnies régionales dans la confusion, dont American Eagle. La population est de plus en plus méfiante à l'égard des ATR à la suite de l'écrasement de Roseland. La plus vive controverse concerne la décision de la FAA de se fier entièrement aux autorités françaises pour tester et certifier les appareils aptes au vol. Par conséquent, l'ATR 72 n'avait jamais vraiment été testé par la FAA elle-même. Le constructeur d'avions français propose de régler le problème en élargissant la gaine de dégivrage pour qu'elle recouvre une plus grande surface de l'aile. La compagnie revoit également ses directives en interdisant désormais aux pilotes de sortir les volets ou de se servir du pilote automatique dans des conditions de givrage. La FAA réagit à cette annonce en modifiant sa consigne précédente. Elle lève ses restrictions d'utilisation concernant les ATR. Mais la plupart des compagnies aériennes décident de ne pas prendre de risques. Elles transfèrent leurs appareils ATR au sud, où le temps plus clément préviendra les dangers inhérents au givre. La tragédie de Roseland a stimulé les recherches scientifiques sur le givrage d'aéronefs et les conditions qui favorisent son accumulation. On dispose déjà d'un tas de données météorologiques grâce aux satellites, aux radars et aux observations en surface. Et les méthodes de cueillette de données ne cessent de se raffiner. Les nouvelles techniques de prévision météorologique viseront à montrer aux pilotes à quels endroits le givre est susceptible de survenir. On veut acheminer l'information à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire au centre de régulation des vols, aux météorologues des compagnies aériennes et même aux pilotes dans leur poste de pilotage. Ces progrès ne sont pas encore pour demain, mais ils pourront éventuellement prévenir le grave danger que l'écrasement de Roseland a permis de découvrir.